I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Up to my chin, won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it, many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. Hope they won't shoot me down. Education, I don't really have an explanation. So I found a new game to play. Thought I told you to stay away, but I see you're here anyway. So yeah, guess you're welcome to overstay. Just don't build up your expectations. It's not a good time to test my patience. And don't get in these situations, 'cause you're chasing the hurricane. Such a shame.
conversation, and you're staring at the wrong direction. I'm not looking for your confirmation, 'cause you're chasing a hurricane, taking a name in vain. My God, it's such a shame, 'cause you got yourself into this. It says enter at your own risk. No, your name is on my list, and you say you're not gonna take part in this mind play. Well, that's just the kind of price that you gotta pay. Said you have to go, but now you kinda wanna stay. Kinda wanna stay, 'cause you're chasing a hurricane, taking a name in vain. My God, it's such a shame. It's such a shame, 'cause you got yourself into this. It says enter at your own risk. No, your name is on my list. The end of the world at the palm of my hand. When it all goes to hell, will you still be my friend? My face to the sea and my back to the land. And if you can't come with me, I'll understand. I'll understand. Can we meet in the dark? We don't have to say much. And if you have to go, have to go. If we didn't know what we know. The end of the world at the palm of my hand. When it all goes to hell, will you still be my friend? My face to the sea and my back's to the land. And if you can't come with me, I'll understand. Can we meet in the dark? We don't have to say much. And if you have to go, have to go. Let you go, let you go. Let you go, let you go. If we didn't know what we know. 'Cause when you travel light, some things are left behind. The end of the world at the palm of my hand. When it all goes to hell, will you still be my friend? My face to the sea and my back to the land. If you can't come with me, I'll understand. Bonjour à tous, goedenamiddag iedereen. Au nom des organismes compétents EMAS, je vous souhaite la bienvenue dans cette journée des parties intéressées par EMAS. Cette journée est organisée cette année par la Wallonie dans un contexte un petit peu particulier, mais nous sommes ravis d'être là quand même avec vous derrière votre écran, puisque cette journée se déroule sous la forme de 3 webinaires.
Pour rappel, pour ceux qui ont suivi les 2 webinaires précédents, le défi auquel nos organisations sont confrontées aujourd'hui est le suivant. Comment pouvons-nous surmonter la crise Covid et en même temps atteindre les objectifs centraux en matière d'environnement et de durabilité? Quelles mesures permettent aux entreprises de gérer la durabilité d'une manière plus résiliente et dans quelles conditions les entreprises peuvent-elles contribuer à une transformation socio-écologique? Entre la relance économique et le Green Deal européen, une des pistes pour une gestion durable des entreprises, c'est EMAS. À mes côtés aujourd'hui, Caroline Dandois, coordinatrice EMAS, qui va vous en dire un petit peu plus au sujet d'EMAS, justement. Merci beaucoup pour l'introduction. Alors, comme vous le savez, EMAS, c'est un instrument de premier choix pour garantir la performance, la crédibilité et la transparence d'une organisation en matière environnementale. Alors, c'est un système de management environnemental qui fête cette année ses 25 ans. C'est un système qui a été développé par l'Europe et qui permet d'évaluer, d'améliorer et de rendre compte de la politique environnementale d'une organisation. C'est un système qui reprend toutes les exigences de la norme bien connue ISO 14001, tout en allant quand même un cran plus loin, puisque les organisations qui s'y soumettent doivent en plus démontrer le respect de la législation, l'amélioration de leurs résultats environnementaux, l'implication de leur personnel et la publication d'un rapport environnemental annuel qui s'appelle la déclaration environnementale. Alors actuellement, la Belgique compte 65 organisations enregistrées EMAS, ce qui représente quand même 447 sites couverts par un enregistrement. Alors en tout, ces 65 organismes, il y en a 37 qui sont wallons, 20 sont bruxellois et 8 sont flamands. À l'échelle de l'Europe tout entière, on compte plus de 3600 organisations engagées dans le système EMAS. Merci Caroline. Alors le fil conducteur de cette journée, c'est le Pacte vert pour l'Europe. Pour répondre aux défis actuels, l'Europe met en place une nouvelle stratégie orientée vers une économie moderne, compétitive et efficace dans l'utilisation des ressources, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles en 2050, où la croissance sera dissociée de l'utilisation des ressources et où personne ni aucun endroit ne sera laissé de côté. Ce pacte vert propose un plan d'action destiné à promouvoir l'utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire, à restaurer la biodiversité et à réduire la pollution. Bien sûr, les organisations engagées dans un système de management environnemental tel qu'EMAS ou ISO 14001 n'ont pas attendu ce pacte vert ou la crise Covid pour passer à l'action et nous verrons ensemble comment elles peuvent contribuer aux piliers circularité, mobilité et biodiversité du pacte vert européen. Je vous invite à poser vos questions tout au long du live via le chat et nous les relayerons aux orateurs. C'est donc le pilier de la biodiversité qui nous intéresse dans ce webinaire. Dans ce webinaire, je vais vous apprendre comment vous pouvez gérer avec votre système de gestion écologique ce que vous pouvez entreprendre dans le cadre de la biodiversité. Quels sont les défis dans le domaine de la biodiversité pour nos régions? Comment est-ce que la mise en œuvre d'un nouveau système de gestion écologique peut nous aider à améliorer la biodiversité et quel peut être le rôle des entreprises. Je souhaite la bienvenue à M. Steven van Onkelen, expert partenariat, département environnement, section partenariat avec les administrations et les sociétés. C'est lui qui va déterminer le cadre et qui va nous parler des questions à l'ordre du jour de cette réunion. Bonjour à tous, je m'appelle Steven van Onkelen, je fais partie du département environnement de la communauté flamande. Je voudrais vous donner une petite présentation concernant le contexte de tout ce qui est système écologique. J'essaye donc effectivement de faire en sorte que les aspects de la biodiversité puissent être bien mis en œuvre au sein de notre société. Très brièvement, je vais vous encadrer l'ensemble. La biodiversité est partout, nous le savons. La biodiversité, elle n'est pas uniquement directement présente, mais également de manière indirecte, bien entendu. Vous le savez sans doute, donc vous le voyez sur le tableau en bas. Pour faire du chocolat, on a besoin de cacao. Pour certains
certaines enzymes et caractéristiques chimiques. On a besoin de plusieurs matériaux naturels tels que les feuilles des arbres, etc. Mais la biodiversité, elle est partout dans notre société. Et donc, nous avons un impact réel aussi dans d'autres pays. Nous pouvons donc effectivement mieux créer notre société de cette manière. Il ne s'agit pas uniquement des matières premières. Les matières premières doivent être suffisamment disponibles et lorsque nous voulons organiser la diversité de manière efficace, cela peut donner lieu aussi à une économie au niveau des frais. Et donc, je pense effectivement que chaque entreprise doit aussi travailler avec ses travailleurs lorsque l'on peut, par exemple, prendre son repas quelque part dans un environnement qui est agréable, au vert, dans un espace vert. Ça, c'est toujours mieux, bien sûr. Prenons par exemple un zoning industriel. Vous le voyez ici. Vous connaissez cela sans doute, c'est donc en Flandre et dans les boules rouges, vous voyez la biodiversité. En fait, dans l'air, autour du gazon, mais également autour des arbres, il y a de la biodiversité, mais nous ne devons pas donc l'oublier. Seulement, nous devons savoir aussi que c'est quelque chose qui est contre la nature, parce que nous allons sciemment essayer d'éviter la nature spontanée. Nous allons intervenir au maximum pour gérer cela. On le fait avec plusieurs techniques, bien sûr. Il s'agit par exemple d'élaguer aussi un certain nombre de plantes, aussi d'arbres, etc. Et ensuite, il y a aussi des herbicides, des pesticides aussi qui sont très nocifs pour la biodiversité. Ensuite, la gestion du gazon aussi, c'est très classique. Très souvent, en fait, plus que 12 fois par an, il y a donc effectivement des interventions qui sont indispensables. Il y a aussi souvent des pesticides qui sont utilisés. Les plantations ne sont pas toujours les plantations d'ici. En guise de conclusion, on peut dire que la gestion est souvent intense et pas très bonne non plus pour la nature. Ici, vous avez en fait plusieurs zones. En fait, ce sont des zones naturelles et lorsque l'on regarde par exemple l'activité industrielle ou l'activité des entreprises, vous voyez donc en effet que ces entreprises se trouvent souvent dans des régions qui sont naturelles. Qu'est-ce que nous souhaitons faire en fait? Certainement en Flandre, mais également dans d'autres régions. On veut donc d'autres plans écologiques. On veut donc travailler avec des plantes qui poussent déjà dans certaines zones ou des plantes qui se sentent à l'aise dans une certaine végétation. Et donc, c'est une intervention qui est la moins intense possible, en fait, que nous visons. Et on ne veut pas non plus utiliser tout le temps des herbicides ou des pesticides. Travailler avec la nature, c'est travailler de manière multifonctionnelle. La nature est un peu plus rugueuse, peut-être. Il y a, par exemple, une partie aussi des terrains qui peut être occupée par un agriculteur. Et ensuite, vous avez une autre partie qui est réservée à l'eau, à la nature, à la détente, de sorte que cela peut donner lieu à une santé plus importante aussi. Et ce qui est important aussi, c'est que chaque entreprise, lorsqu'elle détermine ses objectifs en matière de développement durable, eh bien, la biodiversité doit en faire partie. Comment peut-on faire cela? Eh bien, il est important effectivement d'investir dans tout ce qui est l'entrepreneuriat responsable au niveau sociétal. Et donc, il est important effectivement d'investir dans ce RSE. Et donc, on veut bien entendu faire appel à un bureau de consultance aussi, penser par exemple à des permis nature temporelle, comme cela s'appelle en Flandre. Et ça nous permet effectivement de faire un certain nombre d'innovations. Et choisissez d'ailleurs aussi un entrepreneur qui est spécialisé. Est-ce que vous allez faire cela seul ou en groupe? Eh bien, très souvent, ce sont plusieurs entreprises en fait qui collaborent ensemble pour constituer une entité et donc à ce moment-là, ça devient beaucoup mieux. Ensuite, il y a bien sûr aussi tout ce qui est gestion naturelle. Vous avez donc quelques parkings aussi qui sont perméables, mais vous avez bien sûr aussi
leurs sites qui sont utilisés ou équipés de manière tout à fait écologique. Ici aussi, par exemple, lorsque l'on voit, par exemple, ce genre de photos, on voit qu'il y a encore toujours des parties de ces zones qui sont aussi entretenues, comme vous venez de le voir, une installation d'épuration d'eau d'Aquafine. Donc là, vous avez des fleurs. Vous voyez bien entendu aussi une activité d'un apiculteur aussi. Vous le voyez ici. Vous voyez donc également d'autres possibilités en matière de biodiversité. Donc, vous pouvez trouver de bons exemples. Vous retrouvez cela sur le site www.bedrijvenbiodiversiteit.be. C'est toujours intéressant de pouvoir donc voir ce que les autres entreprises ont fait. Ces entreprises sont arrivées dans le cadre de la biodiversité et du Green Deal. C'est quelque chose qui sera clôturé l'année prochaine et il y a donc plus de 1900 hectares de zoning qui ont été aménagés de cette manière. Lorsque vous allez regarder le Green Deal, là, vous trouvez aussi une trentaine d'actions qui ont été identifiées. Il y a certaines actions que vous exécutez peut-être déjà ou vous allez les faire à l'avenir. Allez certainement regarder le site Internet, regardez ces actions et ce qui est très important parce que, bon, je vous ai parlé de votre propre terrain, mais vous avez aussi la production à l'étranger. Vous avez un impact aussi, même en Belgique. Donc, vérifiez un certain nombre de choses. Regardez quel est leur impact sur l'utilisation du terrain. Parce qu'il y a un impact via la sylviculture, d'autre part aussi l'agriculture, la production aussi alimentaire. Et donc, vous pouvez donc baisser votre empreinte biologique. Il y a des partenariats qui sont possibles dans des pays en voie de développement. Pensez par exemple à reforester aussi ou à lutter contre la déforestation. Et donc, le Beyond Chocolate Program est aussi un exemple. C'est quelque chose qui a été soutenu par les autorités fédérales d'ailleurs. Quelques outils qui sont également très utiles. Et donc, c'est le label Ecosia. Allez chercher Ecosia. Et Ecosia, c'est une machine de recherche durable. Et je vais vous montrer Biodiversity. Ça, c'est quelque chose qui a été développé l'année dernière par les autorités fédérales avec toutes les régions. Vous y retrouvez plus de 100 actions de biodiversité via un module de recherche Biodivascan de la province d'Anvers. Vous avez donc un aperçu d'un certain nombre d'actions qui vous sont proposées, un parcours d'amélioration également, donc vous pouvez toujours mieux faire. Et puis, il y a un outil de calcul qui a également été développé par To Be Connect. Et là, vous pouvez faire une comparaison au niveau des frais, tout ce qui est écologique, etc. Et très souvent, vous allez constater qu'après quelques années, ça peut aller de 2 à 3 ans, que vous allez déjà avoir donc un équilibre lorsque vous allez passer à une gestion qui est plus naturelle. Et donc, ça peut très certainement vous aider. Voilà, ça c'était donc en fait ma présentation. Vous pouvez toujours me joindre sur mon site Internet sans aucun souci et c'est avec plaisir que je répondrai donc à vos questions. Merci beaucoup, Steven Van Onkel, de cette présentation très intéressante. Toutes les remarques, les questions que vous pourriez avoir, donc vous pouvez toujours nous les poser via le chat. N'hésitez pas, réagissez en temps réel, on répondra à toutes vos questions. Est-ce que vous avez des remarques, des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Pas spécialement. Pas spécialement. Très bien. Dus, pas de réaction pour le moment via le chat. Dus ik stel nu voor om u te laten zien hoe Je vous propose en fait de vous montrer comment une organisation EMAS a fait ou a développé un certain nombre d'actions dans le cadre de la biodiversité. Donc, Fortec, depuis 2010, a été enregistré dans le cadre d'EMAS. Il participe d'ailleurs aussi au Green Deal avec les autorités flamandes et ils ont également développé toute une série d'actions dans le cadre de la biodiversité. C'est avec plaisir que je donne maintenant la parole à Geert Groesens de Fortec. Bonjour à tous.
Je m'appelle Geert Grussens et je travaille pour Fortec. Fortec a donc un projet ou a développé un projet de biodiversité concernant les éoliennes que nous exploitons. Et je voudrais donc, si vous me permettez, vous expliquer de quoi il s'agit. Je voudrais vous expliquer qui nous sommes. Nous sommes un plus petit acteur, mais ça fait plus de 20 ans que nous sommes actifs dans la constitution de parcs. Et donc, nous avons développé 5 projets d'éoliennes dans le pays de Oise. Il s'agit de 14 éoliennes au total et nous avons avec cela une capacité de 30 mégawatts que nous avons réalisée. Donc, en fait, cela veut dire qu'en moyenne, nous avons donc une production d'électricité de 67 mégawatts. Et lorsque l'on veut exprimer cela dans des termes un peu plus quotidiens, donc cela veut dire que nous pouvons livrer de l'électricité pour 19 000 familles. Nous faisons partie d'un cluster de quelques entreprises qui ont vu le jour de la sorte. C'est nous-mêmes qui distribuons en fait la distribution de l'électricité via une coopérative. Et donc, Bredekop s'appelle cette coopérative et Fortec et Bredekop, en fait, nous collaborons ensemble dans le cadre de cette énergie renouvelable. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs études qui ont été réalisées pour arriver à un projet. Nous faisons cela avec une équipe commune d'environ 14 personnes. Depuis 2019, nous sommes ISO 14001 et nous avons également le certificat d'EMAS. Je voudrais donc, en fait, si vous permettez, vous présenter notre équipe. Sachez aussi qu'il y a 3 personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui parce que ces personnes travaillent à l'étranger pour nous. Il faut savoir que depuis l'année dernière, nous sommes en train de préparer aussi des projets en Afrique, au Ghana et également le Sud et les Lesotho, donc l'Afrique du Sud. Et puis, je voudrais maintenant vous présenter le projet que nous avons développé. Pour cela, je pars en fait d'un aperçu, d'un plan en fait de nos éoliennes dans le pays de Oise. Vous savez qu'il y a 3 lieux dans lesquels les 5 projets sont situés. En haut, vous voyez donc Dam qui se trouve très près en fait de cette autoroute d'Anvers jusqu'à Knokke, qui va jusqu'à Knokke. En dessous, nous avons encore 2 autres lieux. Un autre projet le long de la E17 et puis donc d'autre part à la sortie de Lokeren aussi, le territoire de Zeel. Au total, nous avons 14 turbines éoliennes. Une turbine éolienne est bien entendu connue. Je pense que vous la connaissez tous. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit des éoliennes énormes où vous avez donc une hauteur d'environ 100 mètres. Et donc, pour notre projet de biodiversité, nous avons avant tout regardé le terrain qui en fait partie pour pouvoir faire l'entretien aussi de cette éolienne. Et pour cela, en fait, nous avons nous avons constitué quelque chose au pied de chaque éolienne. En fait, nous avons essayé de faire tout d'abord les fondations. Mais à la fin de la durée de vie de l'éolienne, et cette éolienne, elle peut même être fonctionnée pendant 25 à 30 ans, c'est-à-dire lorsque cette éolienne sera démontée, eh bien, à ce moment-là, nous devons restaurer le terrain dans son stade tout à fait initial. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il était intéressant de garder la terre que nous avons enlevée et de l'utiliser en fait pour construire ce genre de petits monticules en fait, ce qui nous permet effectivement de cacher le béton, la structure de béton ou donc à la fondation de cette éolienne. Il faut savoir que en 2014, nous avons décidé en fait de mettre là-dessus un mélange de fleurs avec plus de 40 sortes de plantes en fait. Et pour cela, nous avons également tenu compte des coins du terrain. Donc, au total, 34 ares, un tiers de cet hectare a été pourvu de ces plantations que nous avons en Belgique. Et pour cela, nous avons travaillé ensemble avec l'association de l'entomologie qui nous a également renvoyé à Kruidhoek. Et ça, c'est donc en fait une entreprise hollandaise qui est effectivement spécialisée dans tout ce qui est plantation indigène. Et nous avons
travailler ensemble avec quelques autres partenaires pour mettre en œuvre ce projet. Et puis, vous voyez donc effectivement que ce petit monticule au mois de juin vous présente autre chose parce que là, vous avez toute une série de fleurs que vous voyez ici. Et donc, en effet, tout cela a été réalisé grâce à une bonne gestion aussi progressive. Il y a un groupe de travail qui travaille aussi avec des papillons qui nous a aidés en ce faisant. Quelle est l'idée en fait? Eh bien, il n'y a qu'une partie en fait de cette zone qui sera coupée et donc vous laissez 25 à 30%. Et donc, à ce moment-là, cela va de soi que vous allez pouvoir par la suite couper une autre partie ensuite, après 2 semaines. Et ainsi, vous avez un patchwork avec des végétations différentes. Et c'est grâce à cela aussi que vous allez pouvoir prolonger la saison pendant laquelle vous voyez toutes ces belles fleurs. Ça, c'est le schéma tel que nous l'utilisons. Vous le voyez, donc, début juin, on coupe une première fois. Et puis, donc, vous avez la zone verte qui reste telle qu'elle 6 semaines après. À la mi-juin, vous allez, ou à la mi-juillet, pardon, de ces 2 parties, vous allez à chaque fois couper la moitié, ce qui fait que vous allez avoir ce genre de diagramme, donc 3 situations de végétation sur ce monticule. Et lorsque la météo le permet, il y a donc une 3e coupe qui est envisagée début septembre. Nous n'avons pas pu le faire toutefois à cause de l'été particulièrement sec, mais nous devons donc en effet le faire en fonction de la saison. Quel en est maintenant l'effet? Eh bien, de la partie non coupée, en fait, il y a une colonisation qui peut se faire dans les parties de la partie coupée. Et donc, grâce à cette diversité, nous voyons que les plantes peuvent mieux survivre. Nous réalisons cela avec un certain nombre de jardiniers locaux. Et donc, en effet, cela peut se faire de différentes manières. Et le résultat est là. Vous le voyez, en fait, les personnes de notre groupe de travail papillons ont constaté que dans un site, il y a 18 types de papillons différents qui ont été retrouvés, ce qui est véritablement formidable, bien sûr, pour nos régions. Étant donné que nous nous retrouvons ici dans cette zone, Jürgen Kokuit est d'avis que ce sont effectivement de très beaux chiffres pour notre région. Et ce qui est également très gai au niveau de cet ensemble, c'est que grâce au fait que nous avons pu gérer notre ubine de cette façon, eh bien, nous avons donc un genre de système qui est donc un système très intéressant pour les papillons parce que quelquefois, vous avez des zones dans lesquelles il n'y a aucun papillon et maintenant, les papillons peuvent se diriger d'une éolienne à l'autre et coloniser cette région dans notre cas. Et nous avons pu réaliser cela à 3 lieux, à Zeele, mais également à Beveren, Sint-Gilles-Waas, parce que c'est là effectivement que se situent nos turbines éoliennes ou éoliennes en général. Non seulement les papillons peuvent bénéficier de ce système, mais d'autres insectes également, entre autres des abeilles aussi, des bourdons et un certain nombre d'autres animaux. Cette année-ci, on s'est dit peut-être que l'on peut y aller, qu'on peut encore aller plus loin dans cela et on peut faire appel à quelques apiculteurs pour nous demander de prévoir aussi les abeilles. Et donc, en effet, ça, c'est la réalisation comme vous la voyez ici. Et donc, nous avons choisi une colonne étroite parce que de cette façon-là, on pouvait effectivement créer un tel hôtel pour les abeilles. Les abeilles peuvent coloniser, et les autres éoliennes peuvent également être équipées avec donc un tel hôtel. Voilà, nous avons fait le choix effectivement d'un système avec lequel on n'a pas d'entretien parce que nous avons utilisé donc un type de bois qui restera longtemps
en bon état parce que il est vrai que il y a très peu d'entretien qui va de pair avec ce genre d'hôtel. Et nous avons choisi aussi d'utiliser ce genre de plancher aussi que nous avons utilisé pour la construction de l'hôtel. Et donc, on peut les dissocier et ça fait qu'on peut aussi nettoyer ce système de la sorte. C'est un système intelligent et ça nous permet effectivement d'étudier aussi la population des abeilles. Pour cette réalisation, nous avons travaillé ensemble avec un autre atelier social qui est tout près d'un de nos parcs d'entreprises et donc c'était des personnes qui étaient particulièrement intéressées dans notre proposition et ils ont d'ailleurs aussi reçu un plan de construction qui leur a été remis. Ils sont contents avec cette mission parce qu'ils voient qu'il y a des intérêts de la part de plusieurs personnes, un intérêt de la part de plusieurs personnes et c'est une activité qu'ils peuvent aussi réaliser en hiver parce qu'en été, ils ont un potager et là, ils doivent se concentrer sur le potager. Mais pour l'activité en hiver, c'est l'idéal, en fait, de construire de tels hôtels d'abeilles. Nous avons fait cela en collaboration avec Green Deal et biodiversité et nous nous sommes concentrés effectivement avant tout là-dessus. Donc, ceci, donc, en bref, notre présentation. Je reste à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir. Merci. Voilà, très bien. N'hésitez pas à réagir avec nous. Nous attendons vos réactions. Donc pour Monsieur Van Onkelen, où peut-on trouver les outils Biodivascan et Recontool to be Connect? Sont-ils gratuits? Oui, donc cet outil Biodiversity Tree, vous pouvez donc trouver cela via une machine de recherche donc sur le site Internet to be Connect. C'est le projet Interreg en fait et tous les outils que je vous ai montrés sont gratuits en effet. Een reactie over wat er net werd gezegd door de heer Goossens. C'est clair que quand on parle de Green Deal, mais à l'échelle européenne, quand on voit le développement qu'on attend par rapport aux énergies renouvelables, éoliens et solaires photovoltaïques, par exemple, voilà, nous, on voit le potentiel de travailler avec le secteur des industries énergies renouvelables pour développer les réseaux écologiques, même au niveau européen. Je ne parle pas pour Bruxelles uniquement, mais globalement au niveau européen. Par contre, on voit aussi le danger de bien aménager ça correctement. Les éoliennes, c'est un cas de figure. On sait bien que ce qu'on vient de voir est très intéressant. Il y a d'autres impacts aussi qui peuvent être plus dommageables pour certains oiseaux, espèces, etc., volantes. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est très inspirant de voir ça quand c'est bien réfléchi. Je pense qu'on a un réel potentiel de développer et le réseau écologique et l'éolien, et les énergies renouvelables en général. C'était juste une réaction, c'est pas vraiment une question. Merci. Tout le monde pourrait travailler dans le cadre de la biodiversité parce qu'il y a, par exemple, aussi un certain nombre d'activités, c'est-à-dire on peut tous y réfléchir. Chaque citoyen, je voulais demander à Geert aussi, les entreprises autour de vos sites, est-ce qu'ils sont positifs? Les agriculteurs, par exemple, est-ce qu'ils aiment cela? Est-ce qu'ils ont des questions ou que pensent-ils? Eh bien, il faut savoir que nous avons un contact direct avec les agriculteurs parce que nous avons des accords que nous concluons avec les propriétaires, bien sûr, des terrains sur lesquels se situent les éoliennes. Donc, ça reste donc la propriété des agriculteurs. Lorsque l'on lance de telles activités comme celle que je vous ai présentée, nous devons bien entendu aussi savoir ce que les agriculteurs pensent eux-mêmes. Ils ont peur du choix des plantes, par exemple. Ils ne voudraient pas qu'il y ait donc une plante invasive qui se situe dans leur environnement. Et dans ce domaine, nous avons fait le choix de plantes qui n'ont pas ce caractère-là. Et donc, en fait, la gestion que nous utilisons, gestion de coupe, donne lieu à des terrains sans plantation, finalement. Et ce n'est pas ce que nous voulons, ça va de soi. Très bien. Pas
de réaction pour l'instant, donc je vous invite à passer à la table ronde. Avec nos experts régionaux. Ils ont répondu présent pour présenter les outils concrets disponibles pour chaque région, pour les organisations qui souhaitent agir en matière de biodiversité. Donc, je vous prie d'accueillir Madame Sophie Degros, direction de la nature et des espaces verts SP-W, et Monsieur Étienne Holot, département nature et agriculture Bruxelles Environnement, et donc Steven Van Onkelen, afdeling partnerschappen met bestuur en maatschappij, département omgeving. À mes côtés toujours, Caroline Dandois, coordinatrice EMAS pour le SPW. Donc une première petite question, d'après vous, quel est l'enjeu principal au niveau biodiversité pour chaque région? Donc on va peut-être commencer par la région bruxelloise. Oui, mais voilà, dans un milieu résolument urbain qu'est Bruxelles, c'est vrai que voilà, c'est un véritable challenge. Donc on coordonne en fait notamment la mise en œuvre du plan nature. Et donc le plan nature vise 2 objectifs, c'est préserver ce qui est déjà protégé, donc les espaces protégés, et surtout développer le réseau écologique et la reconnexion du citoyen à la nature et aux espaces verts. Donc c'est quand même 3 grands objectifs qui sont parfois combinables, parfois différents. Et donc c'est clair que quand on regarde, sans aller dans trop de détails, mais la cartographie de Bruxelles, on a plus ou moins 20% d'espaces qui sont déjà bien protégés sous statut, la plupart du temps Natura 2000 ou réserve naturelle. Donc ceux-là, on les préserve évidemment et on les gère correctement. Mais après, il y a 80% en fait des espaces verts, si on prend le 100% d'espaces verts à Bruxelles, qui sont en fait pas avec un statut de protection actif. Et parmi ceux-là, 50% des espaces verts bruxellois en fait sont des terrains privés. C'est pour ça que voilà, par rapport au milieu des entreprises, et on peut considérer voilà n'importe qui comme une entreprise, que ce soit un hôpital, une maison de repos, que des entreprises qui produisent voilà des services ou des biens sur le marché. De toute façon, tout est voilà toute une question de service. Mais donc ces personnes-là ont un rôle extrêmement important à jouer. Et c'est très difficile voilà, de les motiver, puisqu'on a 50% en fait, qui sont détenus par des terrains privatifs, pour lesquels l'administration que je représente n'a pas vraiment de mainmise et donc doit vraiment travailler sur des actions volontaires avec ce public cible pour les motiver à agir pour renforcer le réseau écologique. Et que peuvent faire les entreprises dans ce cadre, justement? Mais justement, comme je n'ai pas exactement le nombre exact de terrains représentés en terrains privatifs par les entreprises, mais comme je dis, on peut considérer une entreprise au sens très très large du terme. Et donc, si on enlève les terrains privés des habitants, donc des résidences, voilà, ça représente quand même un grand pourcentage de terrain. Et donc, c'est clair que les entreprises, actuellement, voilà, on essaie de les motiver à sortir, on a vu les présentations, à sortir de la gestion conventionnelle qu'on faisait de ces terrains, qui étaient des terrains très, très esthétiques, très paysagers, très ornementaux, avec une gestion coûteuse, comme on l'a vu, vers une gestion beaucoup plus écologique des terrains, et travailler beaucoup voilà, sur la conception et la gestion plus écologique de tout ce qu'on va faire sur les abords des parcelles des entreprises, en motivant ces entreprises à être vraiment un acteur du réseau écologique. Voilà. C'est facile à dire, c'est loin d'être facile à faire, évidemment. Pour la région wallonne. Alors la région wallonne est tout à fait dans le même esprit en termes d'enjeux sur la biodiversité. C'est clairement identifié dans la déclaration de politique régionale que l'objectif est de développer un réseau écologique fonctionnel sur le territoire de la région. D'une part, aussi en préservant les noyaux de biodiversité à préserver, parce qu'on y retrouve des espèces rares et donc qu'il faut préserver. Mais il y a aussi tout cet enjeu de connexion entre ces zones noyaux, toute cette nature ordinaire qui peut contribuer justement à développer la biodiversité de manière plus générale, de manière plus large aussi au sein du territoire. Et donc c'est vraiment sur ces aspects-là aussi que la Wallonie travaille. Quel est, selon toi, le plus grand défi en matière de biodiversité et que peuvent faire les entreprises dans ce cadre? En Flandre, ces dernières années, on a effectivement mis l'accent sur un certain nombre d'aspects. On essaye en fait de faire en sorte que
la nature puisse effectivement prendre le dessus. Et donc, cela veut dire que l'on veut avoir plus d'espace vert. Toutes les entreprises peuvent faire quelque chose. Les actions peuvent être lancées à petite échelle. Via le Green Deal, on voit que les choses commencent effectivement très doucement. Mais tout dépend de la communication. Communiquer ce que vous faites avec des bulletins d'information, etc. Et c'est ainsi qu'on peut effectivement créer une base pour ces actions. Et l'année d'après, l'action peut également être élargie. Donc, cette communication est vraiment cruciale. Il faut investir là-dedans et il faut d'ailleurs aussi penser à ce que nous appelons War of Talent. On va à la recherche de profils. Et donc, effectivement, cela peut très certainement y contribuer. Ce qui a été dit précédemment, auriez-vous connaissance de projets similaires sur des parcelles couvertes de panneaux solaires? Merci à vous. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est donc effectivement analysé. C'est quelque chose que l'on promeut, mais il y a des études lorsque l'on utilise, par exemple, une zone verte en bas, c'est bon pour la biodiversité. Cela fait aussi en sorte qu'il y ait donc un refroidissement, en fait, pour que les panneaux solaires ne chauffent pas trop. Donc, le but est donc effectivement de faire en sorte qu'il y ait donc une toiture verte, basse, avec des panneaux solaires combinés. Souhaitant favoriser la biodiversité doit-elle commencer? Quel est le first step idéal? À vous l'honneur. Oui. Mais voilà, je vais peut-être prendre quelques exemples aussi pour illustrer. Est-ce qu'on pense que dans une région comme Bruxelles, en fait, on a énormément d'entreprises du tertiaire et notamment énormément de sièges administratifs de sociétés qui opèrent par ailleurs dans d'autres régions, voire dans d'autres pays. Et donc, c'est important de savoir que je pense que la priorité qu'on a, et on a d'ailleurs développé un outil dont on parlera juste après, je pense, voilà, c'est d'essayer d'accompagner les entreprises à avoir une vraie réflexion sur leur business model complet. Donc, ce n'est pas juste aménager un abord d'entreprise. Ça, c'est certainement intéressant, comme on vient de le dire juste avant, mais il faut travailler plus globalement sur tout le core business de l'entreprise et voir vraiment ce qui est le plus impactant. On a travaillé avec un outil qu'on appelle Resilient Coaching, qu'on a développé à Bruxelles, qui est plutôt orienté sur les entreprises, petites entreprises, PME, parce qu'on a un énorme tissu de PME à Bruxelles. Par exemple, dans le secteur de la construction, on a 95% plus ou moins de PME, donc c'est énorme. Et il y avait peu d'outils qui étaient développés pour ce genre d'entreprises qui n'ont jamais le temps de se poser la question de dire « je m'arrête un moment et je regarde quel est mon plus gros impact que j'ai par rapport à mon activité de production de biens ou de services ». Et donc, on a accompagné comme ça une entreprise, et c'est révélateur, je vais donner l'exemple d'une entreprise dans la distribution de poissons. En fait, le réflexe qu'on a, c'est, comme on le disait, travailler plutôt sur les approches énergétiques dans un premier temps. Pourquoi? Parce que ça s'appelle des quick wins, ça rapporte directement, ce qui n'est pas le cas de la nature tout de suite. Et donc, c'est clair qu'il est plus facile d'engager des démarches par rapport à ça. Et cette entreprise, en fait, mettra avec, comme on le sait, une entreprise de distribution de poissons, beaucoup de frigos, et une logistique assez importante. Et donc, son réflexe, c'est de travailler sur la production d'énergie alternative par des champs photovoltaïques sur toiture, par exemple, ou par une logistique de véhicules électriques. On a simplement dit c'est super intéressant, certainement super intéressant, mais revenons au core business de l'entreprise, qui est quand même la vente du poisson. Et donc, on a remonté toute la filière du poisson pour voir qu'en fait, il y avait très peu de poissons issus de la pêche durable. Et c'est là-dessus qu'il fallait travailler en priorité, parce que ça, c'est très impactant. Alors, pas à Bruxelles, mais par rapport à tout le milieu halieutique et tout ce qui est fait au niveau des océans et des mers. Et donc, il est là. C'est ça la logique. Donc, nous, c'est d'abord ça. Et c'est pour ça qu'on travaille avec ce qu'on a appelé l'outil résilience. Voilà, on pourra l'évoquer après un peu plus en détail. Mais ça permet de checker tout le core business. Et ce n'est pas uniquement les aspects environnementaux, socio-économiques, c'est aussi voir la capacité d'une entreprise à pouvoir s'adapter, à pouvoir anticiper les changements. On l'a vu, la crise du scolite de l'épicéa a mis par terre tout un pan de l'économie, la crise du Covid, enfin, n'en parlons pas. Enfin, voilà. Donc on voit clairement ce qu'on appelle la notion de résilience, nos capacités à résister aux changements, et il faut vraiment travailler là-dessus. Donc ça, c'est une première grosse action qu'on a menée déjà auprès d'une centaine d'entreprises, et on a d'ailleurs formé des coachs pour aller en entreprise justement travailler tout ça. Et puis, le deuxième aspect, c'est de travailler bien sûr, la plus localement, à l'échelle régionale, bien sûr, sur le renforcement du réseau écologique avec des entreprises. Et je souhaiterais juste dire deux choses. C'est
Ce qui est important, c'est que l'entreprise a un effet multiplicateur gigantesque. Je m'explique. Un abord d'entreprise est rarement géré par l'entreprise elle-même, sauf si elle met en place des team building et des choses intéressantes à ce niveau-là qui permettent d'apprendre la nature. C'est très, très chouette. Mais par contre, si l'entreprise dit, parce qu'elle travaille avec des sous-traitants, donc des entreprises de parc et jardin, si elle dit qu'elle veut changer sa façon de travailler plus écologiquement, elle va tirer tout un autre secteur que sont les entreprises de parc et jardin. Donc l'effet multiplicateur est énorme. Et deuxièmement, si on travaille sur les abords, non seulement pour le réseau écologique, toujours biodiversité, mais le retour, il est moins palpable pour une entreprise au niveau économique, et on parle quand même de ça. Si on voit les impacts, je pense que on l'avait bien vu par rapport à la Flandre, la multifonctionnalité, les services qu'une société peut rendre à la société, et à Bruxelles, Dieu sait que c'est important, par exemple, rien que pour la réduction des îlots de chaleur, aménager les terrains privés d'une autre façon permettrait de réduire les 4-5 degrés qu'on a systématiquement en plus par rapport aux autres régions quand on est en pleine canicule, y compris les aspects captation de particules fines, pollution, réduction des captations de l'eau sur la parcelle, on retient l'eau le plus longtemps possible pour éviter les inondations en aval. C'est des services en fait qu'elles n'intègrent pas spontanément dans un chiffre d'affaires ou un compte d'exploitation d'une société. Et donc on arrive à ce qu'on appelle le capital naturel, donc arriver à intégrer les notions de naturalité dans le capital économique d'une société. Et là, je trouve qu'on a encore un bond gigantesque à faire, parce qu'on est encore très loin de ça. Merci. Madame De Gros, voilà, pardon. Ja, une réaction. Oui, je pense en effet que le projet est très intéressant. Donc, en fait, de cet accompagnement des PME, le Green Deal en Flandre, plus de 130 entreprises, c'était surtout de grandes entreprises, les IKEA et les Colruyt de la Flandre, mais on voulait donc avant tout aussi y impliquer les petites et moyennes entreprises, et un tel coaching peut être intéressant pour que les entreprises commencent donc à y penser. Et c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas toujours quelqu'un qui travaille dans ce domaine, mais ça peut être très intéressant. En effet. Et en Flandre, oui, en Flandre, en fait, je dirais que ce que nous avons constaté, c'est que lorsqu'il y a donc un zoning industriel qui est créé, eh bien, on va tout d'abord faire tabula rasa. Donc, en fait, tout est rasé, et ensuite, on commence à mettre en place, donc, effectivement, les espaces verts. Mais il faudrait peut-être le faire autrement. Regardez ce qu'il y a autour de l'entreprise. Il y a déjà pas mal d'arbres, etc. Il faut renforcer juste un certain nombre de choses. Prenez un écologiste sous le bras. Ça ne doit pas vous coûter tant que cela. Vous n'allez pas devoir faire appel à un architecte de jardin, etc. Et vous allez pouvoir donc effectivement renforcer les plantations qui sont déjà là. Donc, regardez tout d'abord ce qu'il y a, et puis faites-le pas à pas et faites par la suite la communication. Madame. Voilà, donc clairement, ici, on promeut surtout la politique des petits pas. Et donc, pour s'inscrire dans ce réseau écologique, c'est surtout à l'échelle des entreprises de promouvoir la nature ordinaire et justement de l'inviter au sein des entreprises et au niveau de leurs abords. Et à ce moment-là, de s'orienter vers une gestion écologique de leurs espaces verts. Et alors, ça peut commencer par juste tondre moins une pelouse ou ne plus tondre une partie de la pelouse pour pouvoir accueillir plus de diversité. Rien que le fait aussi de relever la barre de fauche de quelques centimètres permet à plus d'espèces de se manifester dans une simple pelouse, entre guillemets. Donc, il y a des petites choses à faire. En termes de gestion des espaces verts, et donc quelque chose qui ne coûte pas grand-chose. Donc c'est juste ne pas faire plus, mais juste faire mieux pour certaines tâches en tout cas. Et alors, les entreprises qui veulent justement s'y mettre par ces petits pas, est-ce qu'elles peuvent trouver quelque part une liste des actions à mettre en œuvre? Est-ce que ça existe sur une page web ou... Alors, nous avons un site web qui est consacré, bien sûr, à la biodiversité en Wallonie, et nous travaillons également à la direction de la nature des espaces verts à développer un référentiel éco-jardin, donc pour toutes ces actions favorables à la biodiversité en termes de gestion des espaces verts. Un référentiel qui sera prochainement disponible et bien sûr en ligne, et à ce moment-là je pense qu'on pourra vous renvoyer vers les informations à ce moment-là.
Donc, Biodiversity Tree, l'arbre de la diversité, c'est quelque chose que nous avons constitué ensemble avec le niveau fédéral. Donc, on va très certainement renvoyer à cela aussi. Je vous le rappelle, nous sommes en live, nous attendons vos réactions. Ouais, wachten op uw reacties. Bien, donc, quel programme existe au niveau de la région, donc par région wallonne, flamande et bruxelloise, pour aider les entreprises à se lancer dans des actions de promotion ou de préservation de la biodiversité? Honneur aux dames. Pour la région wallonne, je vous écoute. Voilà, donc en Wallonie, nous avons également une structure, une association qui peut accompagner les entreprises qui souhaiteraient pouvoir développer les aspects biodiversité sur leur site ou dans leur démarche. Donc ça, c'est une première chose. Et puis il y a également un soutien pour l'achat de plants de haies, d'arbres fruitiers ou même d'arbres d'alignement pour justement développer les espaces verts des entreprises dans une démarche de nouveau de gestion de la biodiversité. Et puis alors, il y a tous des partenariats qui peuvent être établis avec les communes, puisque là, alors, on a différentes actions dans le cadre de la Semaine de l'arbre, du plan Maya, qui est un plan qui favorise les plantations favorables aux pollinisateurs. On a également toutes des actions de sensibilisation avec le public et de partenariat avec les autres associations locales dans le cadre des plans communaux de développement de la nature. Donc voilà, là, il y a vraiment des ponts aussi à créer avec les autres acteurs locaux pour justement agir ensemble et développer ce fameux réseau, cette fameuse toile d'araignée verte sur l'ensemble du territoire. Et en région bruxelloise? Oui, peut-être juste... avant d'aller dans le descriptif des outils, voilà, je voulais juste encore ajouter par rapport au point précédent, c'est de dire que en fait, on voit qu'il y a quand même un switch sociétal en fait, au niveau des entreprises, et c'est heureux de le voir. Alors, c'est certainement lié à toutes les crises qu'on traverse, dont la dernière, parce qu'on voit, on peut en tout cas clairement supposer qu'il y a un lien entre ce qui se passe et ce qui est la protection de la biodiversité. En tout cas, c'est de plus en plus démontré par des revues internationales de renommée au niveau nature. Mais ce que je veux dire, c'est quand on voit le monde économique, c'est peut-être des références qu'il faut quand même mentionner, mais il faut aller lire les rapports de sociétés dans lesquelles je n'aurais jamais pensé voir des conclusions comme celle-là, notamment du Forum économique mondial ou de PwC, donc des sociétés qui ont pignon sur rue, des grosses sociétés qui font des enquêtes chaque année pour voir la perception en fait des chefs d'entreprise par rapport aux risques qu'ils prennent et faire un peu une cotation en fait des risques. Et quand on voit par exemple des conclusions rien que chez PwC, il y a 3 rapports comme ça qui sont en ligne et vous pouvez les trouver d'ailleurs sur le site de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ils ont fait référence à ces sites-là. Et on voit par exemple que 67% des dirigeants considèrent par exemple tout ce qui est climat, donc impact climatique et perte de ressources, donc liées à la biodiversité également, donc que ce soit des ressources forestières, en bois, etc. Ils considèrent ça comme en fait un des principaux risques pour les années futures, alors qu'avant, ce qu'on voyait ressortir, c'était plus tout ce qui était les attentats ou l'accès au capitaux, etc. Donc on voit qu'il y a un switch et c'est impressionnant de voir qu'il y a 70% de grosses sociétés et même des plus petites d'ailleurs qui répondent à ce genre d'enquête comme ça. Et donc je crois qu'il y a une perception maintenant et c'est tout bonheur pour nous pour y aller et aller au-delà des petites actions, vraiment vers une refonte un peu de la réflexion sur la logique d'approvisionnement en ressources qui peut être extrêmement impactant, diversifier les sources d'approvisionnement, aller vers autre chose, voire complètement revoir sa société en disant au lieu de délivrer un produit, je délivre un service et j'arrête d'impacter comme je le fais aujourd'hui au niveau mondial. Je pense que c'est intéressant de le mentionner parce qu'on voit qu'on va sortir de l'anecdote. Moi, j'ai l'impression. C'est le moment où il faut mettre les outils à disposition des entreprises et qu'elles y aillent. Alors, au niveau des outils chez nous, j'ai parlé d'un outil qui est donc une réflexion sur le core business PME qui est Resilient Coaching. Ça se trouve sur notre site. On a évidemment le label entreprise écodynamique qui avait déjà mis en place des actions au niveau du bâtiment, donc de sociétés qui sont présentes ici sur le territoire bruxellois et qui sont un peu un premier pas vers une démarche EMAS également. On est un peu dans les mêmes logiques avec aussi un aspect biodiversité qu'on a renforcé d'ailleurs dedans. Après, on a effectivement... nous, tout aussi, comme en Wallonie, on fait tous des marchés d'accompagnement
donc qui permet d'accompagner les entreprises. Ce qu'on veut faire, c'est, moi, viser l'effet multiplicateur. Donc on ne peut pas accompagner, avec l'équipe qu'on a aujourd'hui dans une administration, toutes les entreprises. Donc par contre, ce qu'on vise, c'est de pouvoir rebondir sur ce qui se fait en flanc, notamment avec le To Be Connect, c'est de montrer aux entreprises que ça ne coûte pas nécessairement plus cher, voire moins cher, de passer en mode de gestion écologique, et que ça apporte énormément d'autres services aux employés, au bien-être, à la productivité, et plein de connotations et de services positifs qu'il faut pouvoir intégrer dans une réflexion d'entreprise. Donc on va évidemment se référer au projet Interact qu'on connaissait par ailleurs. Mais donc on a aussi également un marché qui permet d'accompagner des entreprises à titre pilote pour montrer l'exemplarité, ce qu'on peut faire et inviter les autres entreprises à venir. Et alors on travaille pour le secteur plutôt là des gestionnaires d'espaces verts sur tout un nouveau référentiel également qui permettra de passer à des pratiques plus écologiques et moins ornementales, conventionnelles comme on peut les connaître. Et on va essayer évidemment de tirer toutes les entreprises de parcs et jardins, il y en a énormément, dont des très petites aussi, vers une gestion plus écologique. Voilà pour les 4 grands projets. En Vlaanderen dan, welke initiatieven bestaan Et en Flandre, quelles sont les initiatives en fait pour soutenir des entreprises qui veulent se lancer dans la biodiversité? J'en ai déjà présenté quelques-unes, n'est-ce pas, en guise de complément. Je dirais que de temps à autre, il y a une certaine réticence des entreprises pour investir dans la biodiversité parce qu'ils ont peur qu'il va y avoir des espèces qui sont protégées au niveau européen. Mais en Flandre, il y a une législation qui existe et vous pouvez donc faire la demande et lorsque cela est protégé, par la suite, vous avez une certitude que vous pouvez encore faire le développement. Donc, il est important en fait pour les entreprises de checker cela. Donc, lorsque vous allez planifier ceci, vous devez toujours demander, bien entendu, qu'un certain nombre de choses soient garanties. Je pensais aussi à Vlaio, l'agence de l'innovation des autorités flamandes. Donc là, il y a donc effectivement quelques subsides aussi pour le redéveloppement des entreprises sur le terrain et à la province aussi, à la ville. Il y a des subsides qui sont souvent locaux aussi et il ne s'agit pas uniquement de la plantation, mais je pense par exemple à la captation d'eau potable aussi, etc. Donc, tout cela est très bon pour la biodiversité aussi, penser à des amphibies, etc. Donc, ce n'est pas uniquement donc, tout ce qui est la verdure classique, mais aussi via l'eau, etc. Tout ce qui est important pour la biodiversité. Donc, petite info que nous venons de recevoir, la cellule environnement de l'Union wallonne des entreprises a également développé une brochure sur la biodiversité en entreprise avec des exemples d'entreprises qui sont déjà passées à l'action. Cette brochure sera disponible à partir de lundi. Et un petit commentaire supplémentaire, donc de la part également de la cellule environnement. D'accord avec ce que dit Steven Van Onkelen, la communication sur ce qui est fait est importante. Tondre moins souvent, top pour la biodiversité, mais attention à l'image de parcelles à l'abandon. Une réaction? Mais je pense que on est confronté dans les espaces verts à la même problématique. Si vous laissez les espaces qu'on connaît à Bruxelles, par exemple, en mode gestion purement écologique ou sauvage, vous allez avoir des réactions tout de suite parce que ça fait des espaces effectivement abandonnés. Alors c'est toute la logique de trouver les petites astuces et les petites actions qu'on peut faire pour montrer que c'est un espace toujours entretenu, mais en même temps, il est très écologique. Et par exemple, rien que l'histoire des chemins est révélateur. Si on laisse des chemins colonisés par tout le cortège de plantes qu'on peut avoir et qui reviennent sur les chemins, ça fait abandonner. On va dire ça comme ça, ce que je ne soutiens pas comme point de vue, mais voilà, ça fait abandonner. Il suffit de tondre sur 50 cm de chaque côté du chemin pour montrer, malgré qu'il y a des hautes herbes à côté, que c'est en fait quelque chose qui est entretenu et du coup la perception est tout à fait différente. Donc il faut jouer là-dessus. Et c'est clair que on voit des mauvais exemples. On peut avoir des prairies fleuries quand le cortège de plantes est mal étudié, qui présente très mal en fin de saison de fleurs, et tout le monde se dit mais c'est quoi cet espace? Voilà. Donc il faut vraiment travailler et la réflexion sur ce qu'on met
Et dans des parcs comme on a ici, nous, on a la grosse difficulté aussi qu'on a des parcs qui sont classés. Donc, on se réfère à ce qu'ils avaient déjà comme occupation avant. Et donc, on doit combiner avec voilà, les monuments et sites qui ont aussi, voilà, ils veulent garder un cachet architectural patrimonial. Et on peut combiner les choses, hein, il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, on travaille avec eux là-dessus. Mais voilà, il faut arriver à trouver les pratiques qui sont acceptables par ces acteurs-là, tout en gardant le cachet architectural patrimonial du parc. Et c'est un vrai challenge, hein, voilà. Et donc, il y a plein de solutions qui existent. Ja, ik wou nog aanvullen. Ik denk dat iedereen of de meeste mensen het ook moeilijk met verandering. Je pense que la plupart des personnes ont des difficultés avec le changement parce que vous devez quitter votre zone de confort et ce n'est pas facile pour la plupart des gens. Et donc, en fait, on doit mettre l'accent sur la communication. Il faut donc qu'il y ait un dialogue. On doit ressentir ce qui se fait et à ce moment-là, on peut mieux gérer la communication, faire les choses pas à pas et montrer effectivement que sur le terrain, vous faites encore de l'entretien. Donc, ne pas comme ça laisser les choses à l'abandon. Oui, non, peut-être une question que je m'attendais à ce que quelqu'un d'autre pose, que je vais vous poser quand même, mais c'est peut-être un petit peu bateau, mais c'est qu'est-ce que peut faire une entreprise qui n'a pas accès à un espace naturel, donc qui n'est pas bordée par des espaces naturels, par exemple qui est située en pleine ville. Voilà, elle n'a pas d'espace naturel à gérer. Quels sont quand même les petits gestes par lesquels elle pourrait commencer pour prendre en compte la biodiversité? Je me tourne peut-être vers Bruxelles Environnement. Qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple? Oui, mais donc voilà, enfin, nous on travaille sur deux aspects. Les entreprises qui ont un abord d'entreprise, on va travailler dessus évidemment et voilà, et essayer de faire des actions intéressantes pour le renforcement du réseau écologique, mais on peut aussi travailler au niveau du bâti. Donc on a énormément d'actions qui visent le bâti et d'ailleurs qui sont promotionnées au travers du guide bâtiment durable qu'on met en ligne aussi sur notre site. C'est que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais donc ce sont des actions voilà, qui permettent d'accueillir la faune, enfin, en tout cas une certaine faune au niveau du bâti. Il y a plein de petits aménagements qu'on peut faire qui sont même parfois compatibles avec une affectation genre en toit plat avec des panneaux solaires. Enfin voilà, il y a plein de combinaisons et donc on travaille beaucoup là-dessus aussi. Après, l'autre action qu'on peut faire, c'est la sensibilisation des entreprises. Enfin, on voit un engouement. Enfin, il y a des actions en fait maintenant qu'on appelle back to nature ou cash back to nature. Donc l'entreprise reverse, mais à travers des moyens humains, pas de l'argent. Simplement qu'elle met des employés au bénéfice en fait d'associations qui gèrent des espaces. Donc nous on subsidie en fait des associations pour la gestion de certains espaces naturels. Ça s'appelle les team building, mais paraît-il c'est plus la notion qu'on peut utiliser. Donc voilà, c'est très intéressant peut-être de les pousser vers ça parce que ça sensibilise énormément d'employés. Hein. Donc moi j'en pratique beaucoup et je sais bien que ça ouvre les yeux à beaucoup de personnes qui ne se rendaient pas du tout compte de comment on devait gérer tel espace, pourquoi, pour quelle espèce. Voilà, donc on fait des adhérents et même après des ambassadeurs voilà, qui défendront pour nous la nature ailleurs, même si elle n'est pas présente au niveau même de leur entreprise. Voilà, donc deux types d'actions intéressantes. Donc vous pensez que la participation des employés est clairement un enjeu hyper important pour la mise en place d'actions de biodiversité dans les entreprises? Tout à fait, oui. C'est primordial pour que ça fonctionne? Mais oui, voilà, je pense que ça ne peut pas être l'objet uniquement d'une décision du directeur qui décide voilà, de changer éventuellement le sous-traitant qui gère l'espace vert juste à côté de l'entreprise. Je pense que la meilleure formule, c'est effectivement, et d'ailleurs l'outil Resilient pousse ça, hein, c'est la co-création en fait avec les employés, avec toute la société. Hein, donc on sort d'un mode plutôt, enfin dans cet outil-là, on pousse le mode non pyramidal. Donc au niveau décision. Parce qu'en fait, ces employés ont plein d'idées, justement, et parfois ils souhaitent cultiver un petit potager même au sein de l'entreprise, où ils souhaitent participer aux activités de gestion. Ça leur crée vraiment un retour à la nature, les mains dans la terre, c'est du bien-être, et on le voit. Voilà, je n'ai pas des études, mais je sais qu'il semblerait qu'il y ait des études qui soient sorties, où on montre quand même que les personnes voilà, qui peuvent participer à ce genre d'activité au niveau après productivité, enfin, on voit vraiment qu'elles sont beaucoup plus oxygénées, voilà, ça va beaucoup mieux. En fait. Donc je pense qu'on doit pousser cette logique-là, très certainement. Et d'ailleurs, l'outil le prévoit comme cela aussi. Je pense que le lien entre bien-être et environnement, voilà, il est plus à démontrer hein, pour les employés. Mais ça me fait plaisir que vous insistiez sur cette notion de participation du personnel, parce que c'est vraiment un des points très importants du règlement EMAS. Et donc, en fait, toutes les organisations qui sont impliquées dans un système de management environnemental, elles s'engagent aussi à faire participer leur personnel dans les deux sens, donc à écouter les suggestions du personnel et puis à les faire participer finalement à toutes les actions, dans l'idée vraiment qu'il n'y ait pas une action environnementale qui soit imposée par le haut de manière unilatérale, mais qu'au contraire, ces actions se développent plus sur un mode
participatif, en co-construction, et pour qu'au final, tout le monde s'approprie les actions et pas qu'on soit juste témoin de « Ah, bah tiens, il me semble que la pelouse n'est plus tondue, bizarre, ça n'a pas l'air entretenu ». Ce n'est pas du tout l'idée. Donc je pense que la communication, effectivement, est clairement un facteur clé de réussite pour les actions en entreprise. Idealiter komt het van zowel boven, top-down, als bottom-up. En fait, cela doit venir des deux côtés. Hein. Donc, je pense que la direction peut regarder, par exemple, l'économie d'écoute, mais d'autre part, vous avez le personnel aussi qui va penser au bien-être dans le cadre de stress, burn-out, dépression, etc., collaboration. Les deux peuvent se retrouver. J'ai, par exemple, une entreprise qui travaille donc au niveau du terrain, c'est une imprimerie. On travaille avec de l'encre végétale, en fait. On va regarder l'impact des matières premières aussi. Ça peut être très intéressant aussi lorsque vous n'avez pas vous-même un terrain. Vous pouvez, par exemple, travailler ensemble avec nature et forêt, par exemple, faire une action de plantation. Vous pouvez soutenir cela au niveau financier. Vous pouvez faire cela avec un team building aussi. Vous pouvez éventuellement aménager un terrain aussi. Vous pouvez faire appel à toute une série d'organisations avec lesquelles vous pouvez travailler sans aucun souci. Il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles de faire, que pas mal d'entreprises ont déjà lancé des actions et que, voilà, si vous voulez vous-même vous lancer dans une action de biodiversité, il y a des exemples qui existent, qui sont disponibles sur les sites régionaux. Il y a des aides aussi qui sont disponibles. Il y a moyen de vous faire encadrer par des consultants, de vous faire diagnostiquer au niveau biodiversité, notamment à Bruxelles Environnement. Et donc, il ne faut pas hésiter à consulter ces documents-là et à voir ce qui est fait par les autres entreprises, notamment les entreprises EMAS, qui sont obligées en fait, de mettre en place des actions en faveur de la biodiversité. Il y avait une question là-bas. Oui, encore une question. Alors, on a une petite question encore. J'ai plutôt un élément à apporter. Dus ik zou graag nog iets zeggen over... Je voudrais encore dire quelque chose en ce qui concerne la gestion de coupe, en fait, de tout ce qui est terrain et pelouse, parce que l'on peut aussi faire une gestion qui fait que vous allez donc en fait couper seulement une partie au niveau de la pelouse qui va donc finalement constituer une partie de cette pelouse et ensuite vous avez donc en effet une autre partie de la pelouse que vous coupez, ce qui fait que vous avez donc une gestion de coupe qui est phasée au niveau écologique. Ça peut donner de très beaux résultats et c'est très bien pour la gestion des papillons et d'autres insectes aussi. Je ne sais pas si ça peut être montré, ce que j'ai ici à l'écran, parce que là, vous voyez donc effectivement ce genre de gestion de la pelouse, gestion de coupe. Et donc voilà, ça peut éventuellement être la pelouse qui peut donc en faire partie, mais aux abords, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait donc une biodiversité très importante dans les stades de plantation. Et c'est ça justement ce qui est tellement intéressant pour toute une série d'insectes. Et vous le voyez d'ailleurs aussi à l'écran, hein, vous le voyez très bien. Hein. C'est ainsi que vous avez ce genre de patchwork qui est créé de plusieurs stades en fait. Et en même temps, cela peut aussi être un lieu où des insectes peuvent se cacher le cas échéant aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Du coup, on va clôturer cette session. Si vous avez encore des questions, bien c'est trop tard parce que j'ai plus de batterie sur la tablette. Donc, je vous invite évidemment à visiter le site internet de l'EMAS où vous retrouverez évidemment les webinaires et des informations complémentaires. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous de vous être prêtés au jeu des questions-réponses. Et pour toute question concernant EMAS, n'hésitez pas à contacter votre organisme compétent, soit ici à ma gauche Caroline Dandois au SPW, Jean-François Doat à Bruxelles Environnement et Anne Van Riet pour Vlaanderen Omgeving. Merci à tous et peut-être qu'on se voit au prochain EMAS Day en 2021.